Cette association Bétocib a été fondée en 1973. Vous le voyez? Oui, c'est bon, Claire, c'est parfait. Voilà. Et donc, la mission de l'association, c'est de valoriser tous les bétons dans l'architecture. Elle promeut tous les bétons apparents et ne se limite pas au béton blanc. Et son originalité réside dans la pluralité des professions réunies. Nous avons beaucoup d'adhérents qui sont maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, architectes, industriels, entreprises et organismes professionnels. Donc, avant de vous présenter le document, voilà, nous allons vous présenter nos actions qui sont de valoriser les adhérents en les faisant participer à toutes nos commissions, de rencontrer et partager. Nous organisons des visites de chantier avec nos adhérents, architectes, maîtres d'ouvrage, entreprises, des colloques, des conférences où tous les corps de métier interviennent également. Nous informons et communiquons à travers des expositions, des documentations, et nous nous engageons et transmettons à travers le trophée béton pour les jeunes diplômés des écoles d'architecture et pour les professionnels, en valorisant toujours l'équipe. Nous valorisons pas seulement un architecte, mais toute l'équipe, le maître d'ouvrage, l'entreprise, le fournisseur de matériaux, de granulats, le cimentier, le préfabricant, l'entreprise. Et nous publions également de nombreux ouvrages de beaux livres d'architecture avec Hérol, Duno, Gallimard qui sont vendus dans toutes les librairies en France. Alors, ce document des prescriptions techniques, c'est vraiment l'essence même de notre association, puisque dès 1973, nous avions écrit un premier document pour aider les architectes à avoir un outil pour dialoguer avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise. Donc, c'est vraiment un document qui est voué à aider les architectes à dialoguer avec aussi les ingénieurs et les techniciens et pour leur apporter toutes les informations techniques qui puissent leur permettre de construire et de réaliser leur architecture en béton apparent. Alors, les premières versions étaient en papier et aujourd'hui, nous avons décidé d'uniquement publier ce document en version numérique, ce qui nous permet de pouvoir le mettre à jour régulièrement en fonction de l'évolution des normes et de la réglementation. Donc, surtout, n'hésitez pas à le télécharger régulièrement, puisqu'il va évoluer au fur et à mesure du temps et même des mois, puisque les choses changent régulièrement. Voilà, donc ce document est un ouvrage collectif, puisque Bétocib est une association avec des adhérents bénévoles qui sont très investis. Excusez-moi, Claire, est-ce que vous pourriez le mettre en plein écran, si c'est possible? Oui. Donc cet ouvrage a été réalisé avec l'aide de tous les adhérents. Donc le président de la commission technique, c'est Roland Merlin, qui aujourd'hui est avec nous, qui est ingénieur, et vous pourrez lui poser des questions sur le chat. Mais nous avons aussi été aidés par les adjuvantiers, les fournisseurs de produits, ingénieurs pour toute la mise à jour des normes, des organismes de préfabrication et le SNBPE, de béton coulé en place. Un sujet aussi sur les fixations. Les cimentiers également nous ont aidés, puisque Bétocib est aidé par les cimentiers, et d'autres organismes professionnels. Donc, vous avez la liste des personnes qui ont travaillé et que vous pourrez aussi contacter si vous avez besoin de renseignements en plus. Voilà, donc comme je le vous disais, ce document sera mis à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à le télécharger régulièrement pour bien avoir les dernières mises à jour. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation du document. Ce document, alors, a été donc préfacé par notre président architecte ingénieur Étienne Tricot, qui nous dit que le béton donc a un rôle indispensable dans l'architecture et toutes ces qualités s'inscrivent dans la perspective du développement durable. Et chaque jour, le béton se réinvente. Il évolue dans sa matière, dans ses modes de fabrication, dans ses utilisations, notamment en s'articulant de plus en plus avec d'autres matériaux. De nombreuses recherches sont en cours sur ses composants, sur ses performances mécaniques, sur de nouveaux procédés constructifs et sur son cycle de vie. Et parmi celles-ci, les engagements pris par l'industrie cimentière de diminuer de 80% l'impact carbone d'ici 2050 par rapport à 2016, ainsi que le développement rapide de l'usage des granulats issus de béton recyclé dans la fabrication des bétons. Voilà, tout cela nous permet de voir que le béton est un matériau d'avenir et que tous les nouveaux bétons aussi, haute performance, béton de site, les nouveaux usages de granulats
lui confère de grandes qualités prometteuses pour l'avenir. Donc ce document en fait est composé de 17 chapitres. Et ces 17 chapitres sont tous constitués de la même façon. Il y a toujours des généralités et un contexte normatif. Roland, vous allez peut-être commencer sur les constituants. Oui, oui, tout à fait. Donc, je vous propose de nous promener un petit peu dans ce document de 166 pages, qui est un PDF interactif, donc qui vous permet de très facilement aller à l'endroit où vous le souhaitez. Donc, en cliquant sur la partie qui vous intéresse et ensuite en revenant dans la partie sommaire. Donc, on va commencer par les constituants. Donc, ce document, bien sûr, a été fait, comme on vous l'a dit dans l'introduction, pour les architectes et pour les bétons apparents. Donc, ce n'est pas un béton à vocation très technique. Sur les architectes, ils peuvent le lire d'une façon tout à fait pertinente au niveau de leurs connaissances techniques. Et ça leur permet donc d'avoir un discours, un dialogue donc avec les bureaux d'études et les entreprises, les architectes, les ingénieurs des entreprises. Voilà, donc la partie constituant donc décline tous les constituants nécessaires à faire un béton apparent, donc du ciment, en passant par les granulats, les additions, les pigments de coloration, les adjuvants, l'eau de gâchage et les fibres. Toujours en faisant référence donc aux aspects normatifs et aux aspects donc propres au béton architectonique, au béton apparent. Donc après les constituants du béton, on traite des armatures, donc toujours en faisant référence au contexte normatif et ensuite d'une façon plus générale donc aux spécificités des armatures par rapport au béton architectonique. Ensuite, on traite la partie donc des coffrages, toujours orientés donc avec des généralités, mais avec des orientations spécifiques au béton apparent, des préconisations à suivre pour avoir de bons résultats au niveau des bétons apparents. Donc, on parle aussi bien, donc, bien sûr, des bétons coulés en place que des bétons préfabriqués. Ensuite, un autre chapitre très important pour les bétons architectoniques, ce sont les aspects de surface. Donc, les aspects de surface sont déclinés en thèmes. Tout ce qui concerne le traitement de surface, donc traitement de surface sur béton à l'état frais, ou avec des techniques qui traitent le béton à l'état durci. Et ensuite, deuxième grand thème, ce sont tous les paramètres qui vont avoir une influence sur la teinte du béton. Donc, ces paramètres sont essentiellement donc, les liants, les additions, les granulats et les pigments colorés. Donc, tout ça, c'est décliné donc, dans ce chapitre qui traite des aspects de surface. Ensuite, un nouveau chapitre qui va traiter de la formulation, de la fabrication et du transport. Donc, une formulation destinée à un béton apparent doit bien sûr répondre à des aspects normatifs, à des caractéristiques mécaniques, mais en plus à des aspects esthétiques, ce qui est souvent contradictoire. Donc, tout l'art de la formulation d'un béton à vocation architectonique consiste à marier ces différentes contradictions pour arriver à un produit satisfaisant. Donc, le choix des constituants est très important. Donc, tous les constituants qu'on a listés dans le premier chapitre sont repris en focalisant donc sur leurs caractéristiques pour être bien adaptés à la formulation. La fabrication nécessite également un certain soin, notamment au niveau d'éviter tout risque de pollution. Le transport et la mise en place sont également des paramètres très importants qui vont conditionner directement donc, le résultat final. Donc ensuite, la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre est déclinée donc, pour les bétons coulés en place.
Et pour les bétons préfabriqués, les produits industrialisés, donc on décline les différents paramètres à prendre en compte, à la fois donc, pour les bétons coulés en place, qui sont bien souvent plus compliqués à gérer au niveau des bétons architectoniques que des bétons préfabriqués. Le chapitre suivant va traiter donc du décoffrage, qui est également une étape très importante pour garantir un résultat de qualité. Donc, bien sûr, il y a les contraintes mécaniques, mais également esthétiques à prendre en compte, avec les paramètres notamment qui peuvent au niveau des temps de décoffrage, au niveau des conditions climatiques. Ensuite, on traite donc de tout ce qui est étanchéité des joints de façade. Donc, ces joints de façade ont un rôle technique, bien sûr, mais esthétique, quand on parle de béton architectonique. Le chapitre suivant va traiter des conditions de réception. Donc, à la fois pour les chantiers réalisés en béton coulé en place, que pour les chantiers réalisés en éléments préfabriqués. Donc là, dans ce chapitre, on parle de tout ce qui est acceptation au niveau des parements, au niveau des tolérances dimensionnelles. Ensuite, le chapitre 10 est consacré donc à la protection et à l'entretien des bétons. Donc, c'est un chapitre qui traite de généralité dans un premier temps au niveau donc, de types de salissures qu'on peut rencontrer, de l'impact que ça peut avoir donc, sur la peau du béton, hein, qui est un matériau fermé, mais qui a quand même une certaine porosité. Donc, on préconise des différents types de protection, hein, qui vont des hydrofuges de surface aux hydrofuges de masse, aux anti-graffiti, des lasures et des vernis de protection. Donc, tout est détaillé. La partie entretien également, c'est une partie très importante parce que souvent, l'entretien des bétons est oublié par les maîtrises d'ouvrage. On part du principe que le béton est un matériau pérenne, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'entretenir. Au contraire. Le chapitre suivant traite de tout ce qui est réparation des bétons. Donc, on fait un petit zoom sur les pathologies, les types de pathologies qu'on peut rencontrer. Donc, des pathologies qui peuvent exister à l'origine, des pathologies qui peuvent apparaître, se développer dans le temps, et des pathologies qui peuvent à la fois être présentes à l'origine et se développer dans le temps. Donc, on liste un certain nombre de pathologies, comme les bullages, les nids de cailloux, les différents types de fissures. Il y a beaucoup de types de fissures différents. Les efflorescences, donc des efflorescences qui peuvent être primaires ou secondaires, qui peuvent apparaître très rapidement ou qui peuvent apparaître dans le temps. Ensuite, on traite des méthodologies de réparation. On finit ce chapitre en essayant d'avoir synthétisé toutes ces préconisations au travers de 10 recommandations, 10 commandements exprimés sous forme d'un tableau. Le chapitre suivant traite des bétons spécifiques. Donc, on parle des bétons autoplaçants, très souvent utilisés pour les bétons architectoniques. Les bétons haute performance, les bétons fibrés, les bétons fibrés à ultra haute performance, qu'on appelle plus communément les BFUP, les bétons dépolluants, qui sont de plus en plus développés liés aux problématiques des environnements pollués dans les zones urbaines, les bétons à propriété isolante structurale, qui permettent donc aux maîtrises d'ouvrage de s'affranchir, aux entreprises de s'affranchir des rupteurs thermiques, tout en respectant la réglementation thermique actuelle. Et on a également un chapitre qui est consacré à une famille de béton qui a tendance à se développer, même si pour l'instant c'est quand même assez relativement
discrets dans le béton architectonique, mais ce sont tous les bétons à base de granulats recyclés. Ensuite, un autre chapitre qui parle des systèmes constructifs spécifiques. Donc, dans ce chapitre, à la demande des adhérents, pour l'instant, on n'a mis que les prémurs, mais on a été contacté récemment par l'AFIB et le CERIB, qui, ayant consulté ce document, souhaiteraient donc ajouter d'autres éléments architectoniques pour enrichir donc ce chapitre, ce qui sera fait donc très prochainement. Et enfin, donc, une partie très appréciée des architectes depuis la création de ce document, c'est le descriptif type, donc toujours selon le même schéma décomposé pour les éléments préfabriqués et les éléments coulés en place, qui est en fait un genre de checklist qui permet aux architectes d'être exhaustifs lors de la rédaction d'un CCTP dans toutes les préconisations à faire figurer pour que le béton choisi par la maîtrise d'œuvre soit bien respecté par l'entreprise au moment de sa réalisation. C'est très important d'être très très précis quand on est amené à rédiger un CCTP destiné à des bétons apparents. La partie, bien sûr, technique est importante, la partie normative est importante, mais ce qui est très important aussi, c'est tout ce qui concerne l'aspect esthétique qui nécessite vraiment une précision maximale. Donc, dans ce document, on a essayé justement d'être très précis et d'être le plus concret possible au niveau donc des préconisations à prendre en compte dans un CCTP. Et enfin, donc, on arrive à la fin du document. Donc, le paragraphe suivant traite des aspects environnementaux. Donc, ça, c'est un paragraphe qui est amené à évoluer sous peu, notamment avec la nouvelle 2020. Donc, pour l'instant, on a campé un petit peu la situation en sachant donc que ça va évoluer assez rapidement. Et enfin, donc, les deux derniers chapitres sont consacrés pour l'avant-dernier donc à tout ce qui est référence normative, donc décomposé par typologie constituant, béton, acier, produits de protection et de réparation, et tout ce qui est DTU et recommandations. Et enfin, dans le dernier paragraphe, nous avons listé donc tous les organismes professionnels qui gravitent autour du béton et plus spécifiquement du béton architectonique. Donc, avec ce document spécifiquement destiné aux architectes, je répète, parce que certaines personnes peuvent s'étonner du manque d'aspects techniques qui sont abordés dans ce document, mais c'est tout à fait volontaire et c'est tout à fait en phase avec les architectes de Betocib. Ce document est spécifiquement destiné aux architectes avec un discours pour les architectes de façon à leur donner un vocabulaire, un savoir-faire pour leur permettre d'avoir des échanges constructifs avec les autres acteurs de la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise. Voilà, donc nous avons terminé notre présentation. N'hésitez pas à poser vos questions au travers du chat participant. Nous sommes ouverts à vous répondre. Si jamais des questions vous viennent à l'esprit d'une façon décalée par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à les faire figurer sur le chat participant et nous vous répondrons sans problème. Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions encore une nouvelle fois de nous excuser pour les petits cafouillages en début de présentation. On va peut-être attendre de voir si on a quelques questions. Par exemple, dans quelle mesure ce cahier de prescription est opposable à une entreprise? Peut-il se considérer comme des règles professionnelles? Alors, dans certains CCTP, effectivement, on fait référence aux prescriptions techniques de Betocib. Ces prescriptions techniques s'appuient sur tout ce qui est normatif, bien au niveau DTU qu'au niveau normes produits, normes constituants.
Donc, le fait de faire référence aux prescriptions techniques, c'est tout à fait en phase avec l'aspect réglementaire actuel. Voilà, après, il y a une Alors, autre question. Prémur est un nom de produit comme le précoffre ou le déomur. tout à fait. Donc, le Prémur, c'est une appellation commerciale qui est rentrée maintenant dans le langage courant, à tel point que le CERIB et la FIB ont sorti un document qui s'appelle Cali Prémur. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire figurer le terme prémur et non pas mur à coffrage isolé, mur à coffrage MCI ou MC2I, comme c'est le terme consacré, le terme générique. Donc, on a choisi prémur de façon à être en phase avec le document de référence de ce système constructif qui est Cali Prémur. Voilà, donc on nous demande si le guide, où on peut trouver le guide. Donc c'est sur le site internet de Betocib. Il est téléchargeable gratuitement et mis à jour régulièrement. Donc servez-vous toujours de la dernière version quand vous en avez besoin. Téléchargez-le le jour où vous en avez besoin, puisqu'on le Voilà, met à donc, jour régulièrement. je vois également une autre question. Est-ce que vous abordez le sujet des bétons végétaux? Alors, les bétons végétaux, ce sont des bétons qui sont en train de se développer. On commence à avoir quelques références, donc c'est encore assez rare, mais on commence à avoir des références, mais pas de références en béton architectonique. Donc, nous ne traitons que les bétons apparents, architectoniques. Donc, pour l'instant, cette famille de granulats ne sont pas prises en compte. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ce sera le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, surtout Voilà, n'hésitez donc pas. je vois qu'il y a une question. J'ai une version 2009. Effectivement, la version 2009 va évoluer. Hein, c'est cette version qu'on vous présente actuellement. Donc, c'est une version qui est évolutive. Donc, le conseil qu'on peut donner aux architectes, c'est bien sûr de la télécharger, mais au moment où ils en auront vraiment besoin pour un projet bien, bien spécifique, c'est de reprendre la dernière version, parce que l'intérêt de cette version qui est uniquement informatique par rapport aux anciennes versions qui étaient à la fois sous forme informatique et papier, celle-ci donc va évoluer en permanence. Alors, Alors, oui, est-ce donc que je précise que le document, on nous demande si c'est le document 2009, là c'est 2020, donc il y a vraiment beaucoup voilà, de c'est normes qui ont été 2020. mises à jour. Il y a également une autre question donc intéressante. On me pose la question, les ouvrages traitent-ils les bétons de sol décoratifs? Eh bien, ce document-là, non, mais on a une autre publication qui a été faite il y a quelques années et qui est spécifique au béton de sol, en béton en sol fini. Donc, là, si vous souhaitez avoir des informations là-dessus, vous pouvez donc télécharger ce document sur le site Betocib. Oui. Voilà, on nous demande aussi si on traite des bétons bas carbone. Alors, les bétons bas carbone, c'est l'actualité. On en parle un petit peu dans la partie environnementale. Le béton bas carbone, c'est un béton tout à fait, disons, qui utilise des constituants tout à fait normalisés. Donc, il n'y a aucune contre-indication pour utiliser un béton bas carbone comme béton apparent. Hein. Il y a certains chantiers qui sont actuellement en cours de réalisation, par exemple les Tours du Haut de Jean Nouvel, quartier Brunzeau à Paris. Ce sont des bétons, certaines parties d'ouvrage ont resté apparentes et ils sont traités donc en béton bas carbone. Voilà. Alors, il y a une autre question. Les efflorescences sont-elles considérées comme une pathologie ou un phénomène naturel inhérent au béton? Alors, l'efflorescence, en fait, la carbonatation de surface est un phénomène tout à fait naturel et intéressant pour la pérennité du béton, dans le sens où ça bouche les pores du béton au travers de la fabrication, de la création de petits cristaux de calcaire. Ça devient une pathologie quand cette efflorescence n'est pas régulière, quand cette carbonatation, par contre, n'est pas régulière sur toute la peau du béton, quand elle est accentuée par endroits par rapport à d'autres. Donc, ça génère des problèmes esthétiques. Au niveau de la durabilité du béton, ça n'entraîne aucun risque. Mais par contre, au niveau esthétique, c'est effectivement problématique. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, tant qu'on est avec vous en direct. Roland Merlin sera ravi de vous répondre. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire sur le site de notre association Betocib ou via InfoCiment également.
nous pourrons toujours trouver des experts pour vous aider à prescrire des bétons apparents dans votre architecture. Écoutez, je pense que c'est terminé, Roland. On n'a plus de questions. C'est terminé, effectivement. Je confirme ce que vous venez de dire, Claire. On est tout à fait ouvert aux nouvelles questions. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer de nouvelles questions via ce chat participant. Et on se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà, on a une dernière question. Y a-t-il des règles pour définir quand une carbonatation est considérée non acceptable? Alors, en fait, la carbonatation, on la mesure, c'est la profondeur de carbonatation dans un béton. Bon, sans aller dans des considérations trop compliquées, l'impact qu'a la carbonatation sur le béton, c'est qu'elle rend les armatures corrodables. Alors, quand le béton n'est pas carbonaté, les armatures sont protégées par l'environnement du béton qu'on appelle un environnement basique. Donc, le fait de carbonater, la carbonatation du béton, si elle reste en surface, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est tout à fait positive, favorable, dans le sens où elle ferme la porosité de surface. Par contre, si elle pénètre trop profondément dans le béton, notamment si elle va jusqu'aux premières armatures, eh bien, ça devient pathologique parce qu'en fait, ces armatures vont se corroder. Et la corrosion des armatures se traduit par une augmentation du diamètre des armatures qui va provoquer à terme un éclatement de la peau du béton. Voilà. On nous demande aussi s'il y a des exigences particulières pour les bétons matricés. Alors, les bétons matricés, donc, ce sont des bétons donc, qui sont coulés sur un moule, donc un moule en préfabriqué horizontal ou vertical en BPE, qui permet donc au béton d'avoir une forme particulière. Donc, l'objectif quand on utilise des matrices, c'est d'avoir un béton suffisamment fluide de façon à ce qu'il épouse parfaitement tous les détails de la matrice, d'autant plus si ce sont des matrices très structurées, très finement structurées. En fait, il faut bien adapter la consistance du béton au dessin de la matrice, tout en prenant compte également les contraintes de décoffrage. Plus la matrice est structurée, plus il risque d'y avoir des accrochages de la peau du béton au moment du décoffrage. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte, ce qui est le cas aussi bien chez les préfabricants que chez les entreprises qui maîtrisent ce savoir-faire. Voilà, donc la personne qui avait posé des questions sur les efflorescences disait qu'elle parlait plutôt d'un défaut esthétique, alors que vous avez parlé de carbonation non uniforme. Carbonatation, oui, la carbonatation, oui, c'est ça. En fait, dans ma réponse, j'ai commencé par les généralités sur la carbonatation. Donc, la carbonatation, c'est un phénomène naturel. D'ailleurs, un des participants fait référence à la captation de CO2 à juste titre. Une bonne partie du CO2 est recaptée par le béton pendant sa vie en œuvre. On l'estime à peu près à une trentaine de pourcents pendant toute sa vie en œuvre et la partie de recyclage. Donc, je répète, mais l'efflorescence, c'est une carbonatation localisée et non maîtrisée sur la peau du béton. Donc, ce qui se traduit par des différences de teinte. Voilà. Donc, on ne peut pas forcément parler de défaut esthétique. Quand c'est une efflorescence, c'est un problème esthétique parce qu'en fait, ça se traduit sous forme de taches, le localiser. Quand c'est une carbonatation, entre guillemets, normale, c'est toute la peau du béton. Donc, c'est pour ça qu'un béton, il faut bien prendre en compte, que l'architecte prenne en compte que le béton se patine dans le temps. La couleur, donc les petits cristaux de calcaire qui se forment sur la peau du béton va faire que le béton va s'éclaircir. Donc, la couleur donnée au moment du décoffrage va évoluer dans le temps et va se patiner, va s'éclaircir. Donc, c'est pour ça que c'est effectivement une remarque intéressante parce qu'il ne faut pas juger de la teinte du béton trop tôt. Quand on est amené à faire des échantillons, à présenter à des architectes des échantillons de béton colorés, l'idéal serait d'attendre au moins 28 jours de façon à ce que le béton ait eu le temps de se carbonater. Très souvent, malheureusement, pris par l'urgence, on fait l'échantillon et à peine quelques jours après, il est présenté et validé ou non par l'architecte, ce qui n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de pouvoir attendre au moins 28 jours de façon à ce que le béton ait fait cette carbonatation et cette patine se soit formée sur la peau du béton. Enfin voilà, donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces thèmes sont abordés donc dans nos prescriptions techniques
Et nous sommes en cours de rédaction de nouveaux guides, justement pour rentrer un peu plus dans le détail avec d'autres membres de l'association, pour faire un CCTP pour bien prescrire uniquement des façades en béton esthétique, et également sur les protections. Voilà, donc on est en cours de rédaction de deux CCTP types qui pourront aider les architectes justement à être très rigoureux sur ces temps justement d'attente, de chantier, etc. pour des bétons esthétiques. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion, Roland. On va quitter après. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on a été convaincant sur l'intérêt de ce guide. N'hésitez pas à nous contacter, donc soit via ce chat participant, soit en contactant directement Betocib, et on te fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Très bien. Bah, je vous remercie et puis à bientôt.